Bonjour et bienvenue dans ce podcast d'introduction à la synastrie. Aujourd'hui, on va voir comment l'astrologie peut se révéler très utile pour évaluer la compatibilité de deux personnes dans une relation, qu'il s'agisse d'un couple, d'une relation amoureuse, mais aussi de tout type de binôme ou de partenariat. Alors, pour commencer, si vous vous demandez c'est quoi une synastrie, eh bien c'est la technique astrologique qui consiste à superposer et à comparer deux thèmes astraux, et bien sûr c'est aussi l'art d'interpréter tout ça. Alors dans ce podcast, je vais vous partager une méthode accessible, ça vous permettra d'évaluer par vous-même la compatibilité entre vous et un partenaire, mais aussi les dynamiques en jeu dans la relation et ses défis potentiels. Et oui, c'est très utile avant de s'engager avec un nouveau date fraîchement rencontré ou pour mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre dans une relation déjà installée. Grâce à l'astrologie, on peut prévoir quels genres de défis seront à relever dans la relation, quels aspects seront facilités, quelle sera l'évolution potentielle et la durabilité. Ça permet également de mettre en lumière ce qui attire chez l'autre, ce qui séduit, ce qui agace, ce qui rassure, etc., etc. Et enfin, ça peut aussi nous renseigner sur de potentiels liens d'âme ou liens karmiques. Donc, on va voir point par point comment évaluer tout ça, en commençant par mettre de côté certains clichés du type je suis cancer et mon chéri est balance, ça risque d'être compliqué, ou encore je suis taureau et il est verseau, est-ce que c'est foutu d'avance? Eh bien non, parce qu'en fait, la première chose à savoir, c'est que la compatibilité entre deux personnes ne peut en aucun cas se limiter aux éléments des deux signes solaires. Commençons donc par mettre un bémol au bon vieux cliché qui voudrait que deux personnes du même signe solaire ou dont les signes sont dans le même élément sont forcément faites pour s'entendre. Ok, on doit considérer la compatibilité des soleils en fonction des éléments. Bien sûr, l'eau nourrit la terre, l'air active le feu, certes, mais plein d'autres paramètres entrent en ligne de compte. Si par exemple, vous avez votre soleil en balance et que l'élu de votre cœur a son soleil en lion, eh bien, le fait que vos deux soleils soient dans des signes d'air et de feu très compatibles est certes un bon point. Ça veut dire que vos personnalités ont de bonnes chances de s'entendre, mais on ne doit surtout pas se limiter à ça. Il faut toujours vérifier s'il y a d'autres aspects qui viennent confirmer ou contrarier cette compatibilité. De même, ce n'est pas parce que deux personnes ont leur soleil natal dans deux éléments a priori non compatibles qu'elles ne pourront pas s'entendre. Je connais des balances mariées depuis des lustres avec des capricornes et des cancers, et pourtant leurs soleils sont au carré l'un de l'autre. Donc, il ne faut surtout pas se limiter aux seuls aspects qui concernent le Soleil, car il y a plein d'autres planètes qui sont tout aussi, si ce n'est même plus importantes, à considérer. La Lune, notamment, est un luminaire déterminant en synastrie parce qu'elle nous parle de notre vie intime et de nos émotions. Si votre lune natale se trouve dans le même signe ou dans le même élément que la lune de votre partenaire, alors ça, c'est un indicateur très intéressant pour l'intimité et pour se sentir naturellement bien ensemble. Deux lunes dans le même signe se comprennent intuitivement, ça induit une forme de bien-être et d'entente émotionnelle. On peut vraiment ressentir les émotions de son partenaire sans presque même avoir besoin de se parler quand on a le même signe lunaire. Après, que ce soit pour le Soleil, pour la Lune ou pour les autres planètes, il faut aussi toujours regarder si les astres des deux personnes forment des aspects entre eux.
Et plus l'orbe sera serré, plus l'aspect sera puissant, que ce soit en termes d'harmonie ou en termes de tension. Alors, pour le côté technique, je rappelle que les aspects harmonieux en astrologie sont les sextiles, un angle de 60 degrés, et les trigones, un angle de 120 degrés. Les aspects de tension sont les carrés et les aspects les plus puissants sont les conjonctions. Par exemple, dans un couple hétérosexuel, si une femme a sa lune conjointe au soleil de l'homme, c'est vraiment le symbole de l'union yin-yang, du masculin et du féminin, du principe actif et du principe réceptif. C'est une conjonction de grande complétude et de forte connexion dans un couple. Et c'est tout aussi valable, voire encore plus complémentaire, si c'est la lune de l'homme qui est conjointe au soleil de la femme. Dans ce cas, c'est l'énergie féminine de l'homme qui va nourrir le rayonnement solaire de la femme et ça peut faire des merveilles dans un couple. Un autre aspect majeur à considérer quand on compare les thèmes de deux partenaires, ce sont les oppositions, c'est-à-dire toutes les planètes luminaires ou ascendants qui se trouvent dans deux signes opposés. Parce qu'autant les oppositions sont plutôt considérées comme des aspects de tiraillement dans l'étude d'un thème natal, autant en synastrie, elles vont offrir un effet miroir très intéressant. Ce sont les fameux opposés qui s'attirent. Par exemple, si le soleil de votre partenaire est opposé à votre lune natale, c'est un aspect qui indique que votre partenaire vous éclaire depuis le signe d'en face. En tout cas, quelles que soient les planètes concernées, les oppositions en synastrie ne sont pas à redouter parce que ce sont des aspects qui sont d'abord complémentaires avant d'être potentiellement confrontants. Alors, avant de vous parler des autres planètes à considérer pour déterminer la compatibilité d'un couple, venons-en au dernier aspect majeur à ne surtout pas ignorer dans une synastrie, les carrés. Toute planète de votre thème qui forme un carré, c'est-à-dire un angle de 90 degrés, à une planète du thème de votre partenaire, va créer un aspect de tension entre les énergies de ces deux planètes. Alors, ça ne veut pas du tout dire que c'est rédhibitoire ou que la relation est vouée à l'échec, mais c'est juste un aspect à surveiller. Par exemple, au début de la relation, le carré peut créer une stimulation, une dynamique, avant de potentiellement créer des tensions, des petites frictions ou des contrariétés. Notez aussi que le défi induit par un carré ne sera pas du tout de la même nature ni de la même ampleur en fonction des planètes concernées. Un carré Mercure-Vénus, par exemple, est bien moins préoccupant pour la compatibilité et la durabilité du couple qu'un carré à Pluton, à Uranus ou à Saturne. Alors, si vous ne maîtrisez pas encore tout à fait ces aspects techniques, mais que vous voudriez en savoir plus sur le potentiel d'une relation naissante ou installée, vous pouvez bien sûr me contacter pour une étude de synastrie ou une guidance personnalisée. Vous trouverez mon mail et le lien vers mon site dans la description. Alors maintenant qu'on a vu les aspects importants à prendre en compte pour réaliser une synastrie, parlons plus précisément des planètes à considérer pour les différents aspects de la relation. Je ne reviens pas sur les luminaires, mais j'insiste sur le fait que les aspects de la Lune et du Soleil seront d'autant plus déterminants s'ils touchent étroitement une planète dans le thème de l'un ou de l'autre. Alors, commençons par les deux planètes stars de la compatibilité amoureuse, le couple Mars-Vénus, les amoureux du zodiaque. Ces deux-là vont nous donner le baromètre de la compatibilité sous la couette, l'intensité et l'ardeur des galipettes et toutes sortes d'indications très précieuses sur le côté plutôt charnel de la relation. Mars-Vénus en conjonction, c'est la fusion, l'orgasme au diapason,
En trigone, c'est la fluidité des rapports, l'harmonie sexuelle et les désirs en accord avec les sentiments. En opposition, c'est l'attirance irrésistible et à laquelle c'est pas la peine de résister. Et en carré, c'est l'aspect typique d'une attraction physique qui peut être contrariée. Sur le plan purement amoureux et sentimental, Vénus est la planète à considérer sous tous les aspects qu'elle va former aux autres planètes du partenaire. Il ne faut surtout pas s'arrêter aux seuls aspects avec Mars. Par exemple, un aspect de Vénus à Pluton, ça peut indiquer des choses très puissantes en termes d'intensité sexuelle, mais ça peut aussi parler d'emprise, de domination, de jalousie, de possessivité, de relations toxiques quand Pluton est mal aspecté. Ça peut aussi parler du pouvoir de l'argent et des aspects dominants, dominés dans une relation. Un aspect de Vénus à Neptune, ça peut indiquer des choses magnifiques comme un amour romantique porté à l'octave supérieure de l'amour inconditionnel quand Neptune est en bon aspect, mais en carré ou en opposition, ça peut parler de dépendance affective, de tromperie, d'idéalisation du partenaire qui risque de mener à une déception ou à une désillusion. Un aspect de Vénus à Uranus, ça peut parler d'amour non conventionnel, d'amour libre, de couple indépendant, mais au négatif, ça peut aussi indiquer beaucoup d'instabilité, ça peut donner des portes qui se claquent, des coups de foudre qui chamboulent tout, bref, c'est pas de tourpeau. Après, une autre planète à bien considérer dès le début de la relation si on veut estimer sa durabilité, et voir comment une idylle va résister à l'épreuve du temps, c'est Saturne. Et oui, Saturne n'est pas la planète la plus glamour en astrologie, c'est généralement pas à lui qu'on pense d'emblée quand on pense romance et lune de miel, et pourtant, Saturne, c'est le maître du temps et les aspects qu'il va former dans la synastrie sont de précieux indicateurs en ce qui concerne l'évolution de la relation à long terme. Alors, si vous repérez un carré de Saturne dans les interaspects de la synastrie, ça peut indiquer que votre idylle va finir par se cogner au mur des réalités. Ce mur ne sera pas forcément insurmontable, mais ça vous met en garde en fonction des planètes que Saturne va toucher dans l'un ou l'autre de vos thèmes. Le partenaire qui va subir le Saturne de l'autre devra sans doute, au fil du temps, composé avec certaines limites ou certaines frustrations. Un carré de Saturne au Soleil peut amener de la froideur, de la distance, de la critique, de la rigidité. Un Saturne en tension à la Vénus de l'autre peut parler de durabilité qui s'installe au prix du plaisir. Et comme Saturne se révèle qu'avec le temps, au début de la relation, on ne voit généralement rien venir de tout ça. En tout cas, quels que soient les aspects qui impliquent Saturne, la relation est généralement sérieuse, solide et structurante, mais on ne peut pas la prendre à la légère. Après, en matière de red flags, je vous recommande de soigneusement checker les interaspects avec le Pluton de votre partenaire. Parce que si son Pluton natal forme une conjonction ou un aspect de tension avec votre Soleil, votre ascendant, votre Lune ou une autre planète personnelle, ça risque d'être irrésistible, passionné et même viscéral au départ, mais ça pourrait vous embarquer dans une relation excessive, peut-être toxique, ambiance les liaisons dangereuses. Ces aspects à Pluton sont aussi souvent des indicateurs de liens karmiques où on a un sentiment de fatalité ou de destinée dans la relation. Parce que Pluton active une mémoire commune profonde, souvent basée sur des peurs, et il va nous mettre face à ce qu'il y a de plus sombre en l'autre, mais aussi en nous. Alors, à moins d'adorer les montagnes russes et les tsunamis passionnels, attention à ce que raconte Pluton.
Alors, puisqu'on est dans le registre plutonien des amours fatales, parlons donc aussi des aspects dans une synastrie qui peuvent indiquer des liens d'âme ou une relation karmique. C'est ce fameux coup de foudre que Natalia du Bureau des Affaires Célestes qualifie plutôt très justement de coup de mémoire karmique. Ça donne ce sentiment de familiarité profonde et immédiate quand deux âmes se rencontrent et qu'elles se reconnaissent instantanément. Pour trouver des indices de lien karmique dans une synastrie, on va explorer la maison 12 des deux thèmes et observer quelles planètes forment des interaspects. Et puis, on examinera aussi attentivement les nœuds lunaires en les plaçant en résonance. Un nœud sud en lien avec la Lune, le Soleil, le Mars ou la Vénus de l'autre est souvent très éloquent. Alors, cela dit, j'attire votre plus grande prudence, votre vigilance et votre discernement avant d'arriver à toute conclusion New Age douteuse du style Ah, c'est clair, c'est ma flamme jumelle, il a sa Vénus conjointe à mon nœud sud en maison 12. Non, on reste prudent parce que l'astrologie karmique, ça demande un vrai niveau d'expertise. Alors, si vous n'en maîtrisez pas les fondamentaux, prudence. À mon avis, vaut mieux commencer par se concentrer sur les liens dans cette dimension terrestre plutôt que de vouloir chercher des liens d'âme à tout prix. Alors, pour ce qui est des liens terrestres, on pourrait encore parler des aspects de Mercure qui, dans une synastrie, vont nous renseigner sur l'entente intellectuelle et la qualité de la communication entre les partenaires. On pourrait aussi s'attarder sur les aspects de Jupiter qui peuvent favoriser le mariage ou la légalisation d'une union, particulièrement dans un interaspect Jupiter-Vénus. D'ailleurs, à propos de mariage et de liens sacrés, je vous recommande aussi de considérer l'astéroïde Junon qui renvoie à la déesse du mariage et à l'épouse de Jupiter dans la mythologie romaine. Dans un thème natal, Junon peut représenter l'époux ou l'épouse idéale, notre rapport à la fidélité, et nous renseigner sur les dynamiques en jeu dans une union durable. Alors, il faut bien sûr regarder dans quel signe et dans quelle maison tombe cette Junon. Par exemple, si votre Junon natal se trouve en maison 7, eh bien ça peut augmenter la probabilité que vous ayez une union maritale. Mais là encore, il faut regarder quels aspects votre Junon forme au natal et les interaspects entre votre Junon et les planètes de votre partenaire et vice-versa. Alors, si vous me suivez toujours attentivement, vous aurez remarqué que j'ai déjà mentionné certaines maisons, c'est-à-dire certains secteurs de vie qui jouent un rôle prépondérant en synastrie. Pour finir, je vais donc ajouter un mot sur les maisons sur lesquelles on doit particulièrement se pencher quand on met deux thèmes en résonance. La première maison à considérer pour tout ce qui concerne un mariage ou un partenaire légal, c'est évidemment la maison 7, car c'est la maison du couple et des unions légales. Pour le côté romantique, pour les plaisirs et les loisirs qu'on va partager à deux, observez plutôt ce qui se joue dans la maison 5. C'est aussi la maison des enfants. Alors, ça peut donner des indications à un couple qui souhaite devenir parent. Un Saturne en maison 5, par exemple, peut indiquer qu'un homme deviendra père sur le tard, peut-être passé 40 ans. Après, en ce qui concerne les liens karmiques, on se penchera particulièrement sur la maison 8 et sur la maison 12. La maison 8 nous parlera de fusion, mais aussi de crise transformatrice dans la relation. Et la maison 12 nous parlera plus spécifiquement de ces fameux liens karmiques, mais aussi de dépendance affective potentiellement et de sacrifice dans la relation. Alors, bien sûr, pour toutes ces maisons, lorsque des planètes de l'un tombent dans ces secteurs chez l'autre, le message véhiculé par les énergies planétaires dans ces maisons sera d'autant plus riche d'informations.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour des points les plus importants pour vous initier à l'art de la synastrie. J'espère que ce podcast vous aura été utile et instructif pour évaluer votre compatibilité avec un partenaire. Après, si vous avez besoin d'une guidance privée pour vous aider à mieux comprendre les potentiels et les dynamiques en jeu dans une relation, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mes coordonnées dans la description. Dans tous les cas, je vous invite toujours à garder votre libre arbitre et à ne jamais laisser les astres seuls déterminer de la viabilité d'une relation. Ce sont des indicateurs certains, mais ne prenez jamais une synastrie pour un verdict catégorique. On a vu des couples astrologiquement improbables qui ont duré toute une vie. Bah oui, ça arrive. Et d'autres sans orage prévisible qui ont volé en éclats au premier coup de froid. Alors laissez l'astrologie vous guider, mais ne laissez pas les astres décider de vos amours à votre place. Ce sera l'ultime conseil de ce podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines nouvelles du ciel.